Je vous présente sans tarder notre conférencière invitée d'aujourd'hui, Madame Virginia Passimapeo-Bordelot, qui est née dans le petit hameau de Rapide des Cèdres en 1951, d'une mère crie et d'un père québécois métissé. Elle est une artiste aux multiples talents. Bachelière en arts plastiques de l'UQAT et elle s'est d'abord fait connaître comme artiste peintre au Canada et de par le monde. Elle a exposé ses œuvres en France, au Mexique et au Danemark notamment. En tant que poète et romancière, Virginia Passimapeo-Bordelot aborde avec vérité et honnêteté des sujets variés tels que l'amour, la sexualité, la guerre, l'identité, la maternité et le deuil. Son premier recueil de poésie, De rouge et de blanc, a reçu la mention Télé-Québec du prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue. On lui attribue également le titre de première femme autochtone à avoir écrit un roman érotique en français, soit L'amant du lac. Parmi ses œuvres notoires, on retrouve L'ours bleu, L'enfant hiver et Je te veux vivant. Elle vit en Abitibi-Témiscamingue où elle continue de peindre et de faire de la sculpture et bien entendu d'écrire avec cette authenticité qui lui est propre. Alors, la conférence d'aujourd'hui portera sur sa démarche et le parcours de son art afin de réussir dans les domaines de l'art visuel et de l'écriture tout en demeurant en région, soit en Abitibi-Témiscamingue. S'étant illustrée pendant plusieurs années comme l'une des seules artistes autochtones à faire son chemin dans cette sphère, elle abordera la place des artistes autochtones en région ainsi que l'importance de la formation. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Virginia. Et comme je le disais tout à l'heure, je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder vos questions pour la période de questions, de les écrire dans le chat qui est disponible pour se faire dans le bas de l'écran. Il ne sera pas possible d'intervenir directement avec la conférencière par le son de la voix. Alors, bienvenue. Miigwech d'avoir accepté notre invitation, Virginia, et je te cède la parole. Oui, merci, Suzy. Alors, quoi tout le monde? Je vais commencer par la lecture d'un extrait de un de mes derniers livres que j'ai publié aux éditions du Quartz, ici, en Abitibi, qui s'intitule « La bienveillance et des ours ». Il s'agit d'une correspondance avec François Lévesque, qui est journaliste au Devoir. Alors, c'est moi qui m'adresse à François. Tu m'écris de l'Abitibi. Non, pardon, déjà, je commence déjà à me tromper. Tu m'écris que l'Abitibi t'habite même si tu vis à Montréal. Je ne sais pas ce qu'il y a de si attachant dans cette région qui nous rend si dépendantes d'elle. Souvent, j'ai essayé de m'implanter ailleurs et au bout de quelques mois ou quelques années, je retournais en Abitibi. Aussitôt l'enseigne annonçant la région, je me sentais de retour chez moi. Je regarde les épinettes avec autant d'amour que des horticulteurs regardent leurs rosiers. Alors, les artistes qui font de l'art le centre de leur vie vont vous dire qu'il ne s'agit pas vraiment d'un choix, c'est plutôt une passion qui nous brûle par en dedans et c'est comme une poussée vitale qui veut s'exprimer. Donc, personnellement, j'ai toujours voulu être une artiste. J'ai commencé à peindre très jeune, dans mon enfance, et j'ai commencé à écrire aussitôt que j'ai su lire et écrire, finalement. Je me suis inscrite au cégep en éducation spécialisée quand j'avais 18-19 ans. J'étais à Saint-Jérôme à ce moment-là. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer réussir dans le domaine des arts et arriver à gagner ma vie finalement. Donc, j'étais dans ce domaine-là et je continuais à peindre à temps perdu.
Puis après une expérience qui a été très mitigée en stage dans un centre d'accueil, j'ai compris finalement que ce n'était pas ma place. Alors, je suis revenue en région et je me suis installée à Lebesgue-sur-Quévillon pendant quelques années. J'ai quand même vécu là pendant 10 ans. Alors, à la fin de la vingtaine, j'avais décidé de participer à une exposition de groupe dans le centre d'achat de Lebesgue-sur-Quévillon. Et donc, puis aussi étrange que ça puisse paraître, c'est cette exposition locale, toute petite exposition de 3-4 artistes de la place, finalement, c'est cette expo qui a lancé ma carrière d'artiste de peintre. D'abord, j'avais vendu une coupe d'aquarelle à des professeurs du secondaire. Puis parmi ces premières œuvres, il y avait l'Indienne assise, qui est ma première acrylique, qui représentait ma mère qui était assise sur sa galerie. En passant, j'ai un petit message. Allez voir mon exposition actuelle au Musée d'art. C'est ma rétrospective de 40 ans de carrière. Et cette toile, ça se trouve être au Musée d'art à Rouen. Puis cette première toile est présentée dans cette rétrospective. Donc, pour revenir à ma première exposition à Lebesgue-sur-Quévillon, il y a quelques jours après le début, j'ai reçu un appel d'un agent culturel du ministère de la Culture, dont les bureaux étaient situés à Rouen. Il s'agissait de François Paquette, qui était l'agent culturel, puis qui m'a appris qu'il était passé voir l'exposition et puis qui avait vraiment eu un coup de cœur pour mon travail. Donc, il m'offrait de participer à un concours d'œuvres d'art régionales il s'agissait de faire des cartes de souhait à partir d'œuvres d'artistes régionaux. Donc, et puis là, il m'a dit, écoutez, je voudrais que vous nous laissiez reproduire l'Indienne assise. Alors, j'ai dit quelque chose dans le genre, j'ai dit, vous êtes certain, M. Paquette? J'ai dit, parce que moi, là, je commence à peindre. J'ai dit, c'est ma première acrylique, tu sais. Donc, finalement, je suis revenue de mon étonnement, puis j'ai dit, écoutez, OK, j'ai dit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ma carte, c'est-à-dire avec mon œuvre. Alors, finalement, vous allez réaliser au cours de ce partage avec vous qu'il y a beaucoup de hasards heureux et de rencontres qui nous poussent dans le dos. Moi, je crois profondément à ça, dans le dos quand on est dans sa voie, quand on est vraiment sur sa route. Puis, à la suite de ça, à la suite de cette première visibilité, j'ai eu une invitation du Centre d'exposition de Val-d'Or pour exposer mes œuvres pour une envergure régionale. Et le succès a été immédiat. J'ai fait un petit séjour à Québec de 5 ans à un moment donné. J'ai quitté la région, je suis allée m'installer à Québec. Et là, j'étais représentée dans une galerie commerciale qui était située sur la rue Saint-Pierre. Et les galéristes aimaient le travail que je faisais, c'est certain, parce que j'étais une des artistes qui était le plus vendue, si vous voulez. Et j'étais sur la... Mais je faisais toujours la même chose, c'est-à-dire que ces gens-là aimaient la représentation. Dans ce temps-là, j'étais dans les animaux de pouvoir, donc il y avait beaucoup d'ours. Et au bout de 5 ans, je voulais transformer mon travail. Comme ça arrive à tous les 10 ans, je me tente d'une façon de travailler, puis j'évolue dans le fond. C'est la démarche d'un artiste, ça. Donc, ton travail change. Donc, je voulais faire autre chose et puis ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, nous, ça se vend bien ton travail et puis on veut que tu continues. Alors, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je veux pas continuer dans cet esprit-là. Donc, j'ai quitté la galerie et puis je suis revenue en région. Je suis revenue dans les années 2003. Oui, en 2003. Et puis, je me suis mis tout de suite à retravailler dans ma démarche. Et puis,
j'ai aussitôt été appelée pour que je puisse exposer. J'ai fait la région, j'ai fait tous les centres d'exposition de la région de l'Abitibi et du Témiscamingue. Et avec, évidemment, aussi, avec autant de réceptions, j'avais compris que les gens de l'Abitibi s'étaient ennuyés de mon travail, finalement. Donc, il y avait cet attachement à l'artiste que j'étais qui m'a beaucoup fait de bien. Et qui ne m'a pas du tout fait regretter d'avoir quitté Québec et la galerie commerciale, là, qui me faisait vivre, dans le fond. Là, donc, ce que j'ai appris, c'est que même en Abitibi, tu peux vivre de ton art. Mais c'est sûr que les gens aiment ton travail. T'sais. Puis par ailleurs, on ne peut pas vivre de son art, même si nos œuvres se vendent, du moins pendant les premières années, parce qu'on ne peut pas demander des prix exorbitants pour nos œuvres. Alors, ce qui nous permet de survivre, de continuer, ce sont les bourses qu'on nous accorde. Et puis, par la suite, pour moi, ça a été les œuvres d'art, d'intégration de l'art dans l'architecture. Ça, c'est vraiment des programmes que le Québec donne à ses artistes, qui est vraiment extraordinaire pour nous, là. Donc, quand je faisais une œuvre d'art, d'architecture, intégration à l'architecture, je pouvais vivre un an avec le revenu que je faisais. Donc. Puis, excusez-moi, je vais changer de page. Et en ce qui concerne mon écriture, j'ai publié mon premier roman en 2007 appelé Ours bleu. Puis après plusieurs refus de maison d'édition, c'est mon amie Jeanne-Mance Delisle qui m'a parlé de sa maison d'édition qui était La Pleine Lune et qui m'a dit « Je crois que Marie-Madeleine aimerait ton travail. » Ce qui est effectivement ce qui est arrivé. Et puis, les critiques ont été très bonnes dans le Devoir et puis dans la presse. Sauf que il a fallu attendre, Ours bleu a attendu 10 ans avant que les Québécois, dans le fond, le lectorat du public québécois découvre ce livre-là. Puis ça, c'est grâce à l'arrivée des écrivaines Innu. Imaginez-vous donc, c'est mes compagnes Innu qui ont fait en sorte qu'on puisse être lus en tant qu'Autochtone, être pris au sérieux en tant qu'Autochtone. Quand je vous disais que j'avais des maisons d'édition qui avaient refusé mon travail, mon manuscrit, mon premier manuscrit, ce qu'elle me disait que ce n'était pas dans leur ligne éditoriale, c'est-à-dire de publier un livre de ce genre-là. Mais dans le fond, je me doutais un petit peu que c'était peut-être pas intéressant pour eux autres, là, le sujet autochtone, surtout pas la quête d'une femme qui part vers le nord pour retrouver ses racines. T'sais. Puis par la suite, je suis passée à Mémoire d'Encrier parce que la dame de La Pleine Lune ne voulait pas publier mon recueil de poésie. Puis moi, je lui tenais absolument à publier de Rouge et de Blanc. Et donc, je suis passée au Mémoire d'Encrier parce que le directeur de Mémoire d'Encrier, René Saint-Éloi, lui acceptait des auteurs, autrices qui ne trouvaient pas d'ouverture dans les maisons d'édition traditionnelles, entre guillemets. Donc, après la publication de 2 romans chez cette maison d'édition, qui était L'Enfant hiver et L'Amant du lac, plus de Rouge et de Blanc, je suis allée aux éditions du Quartz, qui était une maison abitibienne. Bien entendu, je voulais revenir, j'habitais déjà en région, mais je voulais comme travailler avec des gens de la région au niveau de l'édition. Ce qui n'était pas évident parce que, dans le sens que, là, j'avais commencé à avoir un lectorat au Québec et puis aussi à l'extérieur du Québec parce que j'avais rencontré en 2009 Suzanne Ouriou, qui était une traductrice. Je l'ai rencontrée à Banff. Elle aimait mon travail beaucoup et puis elle a commencé à vendre l'idée à des maisons d'édition à l'extérieur du Québec, l'idée de publier mes livres en anglais. Et donc, elle les traduisait. C'est comme ça que
la traduction elle a commencé par Winter Child. Et puis, donc, j'avais beaucoup de demandes, de voyages, d'invitations à aller lire à l'extérieur du Québec. Donc, dans un sens, moi, mon lectorat se trouvait à l'extérieur du Québec. Et puis, par contre, l'idée de travailler avec les éditions du Quartz, pour moi, ça a été vraiment un bon move, vraiment une excellente idée. Parce que pour participer, il faut participer à des lieux de lecture pour être connu. Il faut lire. Il faut que les gens entendent notre voix pour apprécier notre travail. Ça ne donne rien d'aller dans des salons du livre et d'être assis devant un stand, personne ne s'arrête là, parce qu'il ne sait pas qui tu es. Tu sais. Alors que si tu as des lieux où tu peux lire ton travail, ça donne le goût. D'abord, les gens sont touchés, les gens savent de quoi tu parles, tu vois. Puis après, bon, ça va ailleurs, ça va plus loin, tu sais. Alors, ce qui est arrivé, c'est que justement, les éditions du Quartz, malgré leur petitesse, leur petite maison d'édition, m'ont donné beaucoup de services. C'est-à-dire qu'ils faisaient des lancements de mes livres à Montréal. J'ai publié Je te veux vivante, j'ai Poésie en marche pour Cindy. On a fait un lancement à Montréal, imaginez-vous donc. T'sais. Alors, et puis ensuite, on allait à tous les salons du livre à l'extérieur. J'étais accompagnée par quelqu'un des éditions du Quartz. Donc, j'avais vraiment je sentais que j'avais de l'appui, puis du respect. Puis c'est allé au point qu'eux ont aussi eu une espèce d'avantage de me publier parce qu'ils ont pu avoir des budgets au niveau fédéral, justement parce qu'ils avaient une autochtone dans leur groupe. Alors, il y avait des gens dans le jury qui disaient c'est payant d'avoir des Autochtones, de publier des Autochtones de cet ici. Donc, mais ça, mis à part, j'ai été bien inspirée, en tout cas, de travailler avec les éditions du Quartz. C'est tellement vrai que la Poésie en marche pour Cindy va être traduite en anglais. Ça n'arrive jamais, presque jamais, qu'une maison d'édition soit traduite, c'est-à-dire qu'un recueil de poésie soit traduit en anglais. Et puis, les Poésie en marche, les droits de Poésie en marche pour Cindy ont été achetés par une maison d'édition torontoise. Donc, puis c'est une maison d'édition qui s'appelle Inanna Books, puis qui se spécialise sur les publications féministes. Et puis, donc aussi, puis j'ai aussi publié un livre d'art. En fait, c'est en collaboration éditoriale avec le Musée d'art pour accompagner mon exposition qui s'appelle Pisciskana Maskisko, c'est-à-dire ours bleu en cri. Et ce livre-là, je l'ai vraiment travaillé avec beaucoup de temps avec le musée d'art, qui c'est ce livre ici. Et c'est la reproduction d'un travail que j'ai fait avec les femmes de Val-d'Or de brodure. On a fait la broderie ensemble. Et ça, c'est une broderie qui faisait partie de ce travail-là. Et cette exposition des femmes, c'est rendu au Mexique actuellement. On est en train de l'exposer au Mexique avec une artiste. J'ai travaillé en collaboration avec une artiste dans le projet de dialogue 4 qui était élaboré par le Musée d'art. Et c'est Guillermina Ortega, l'autre femme avec qui je partage l'exposition à Jalapa actuellement. Il est peut-être terminé, là, je ne sais pas, mais en fait, c'est un projet que j'ai beaucoup apprécié, le travail, collaboration avec les femmes autochtones de Val-d'Or. Donc, je vais faire voir combien est-ce qu'il me reste de temps.
D'accord. Donc, je vais passer maintenant à la place des artistes autochtones en Abitibi. Okay. Donc, comme disait Suzy, j'étais pratiquement la seule artiste des Premières Nations en Abitibi pendant des années. Et pour me faire connaître comme écrivaine, justement, il fallait avoir des projecteurs, il fallait que je fasse entendre ma voix. C'est la même chose pour les artistes autochtones. Manon Barbeau, qui avec son projet Wapikoni Mobile, a aidé grandement à développer le travail de plusieurs vidéastes Anishinaabe ici en région. Je parle de la région. Là. Je sais qu'elle est allée ailleurs au Québec, tu sais. Mais dont certains ont obtenu des prix et d'autres, comme Kevin Papati, qui a présenté son travail à Cannes. Il faut le faire, là, tu sais. Puis, en ce qui concerne les arts visuels, il y avait des peintres, j'en connaissais, mais on ne les voyait pas. Je veux dire, il fallait savoir qu'il y avait un peintre Anishinaabe à Picogan, là, parce que sinon, dans les journaux, on ne savait pas. Donc, c'est en 2014 que depuis 2014, dans le fond, que des gens comme Frank Paulson et Carl Chevrier peuvent présenter leur travail dans les centres d'exposition. Et ça, c'est grâce à l'initiative du directeur du musée d'art, qui est devenu musée d'art maintenant, Jean-Jacques Lachapelle. Il a initié le projet des dialogues, justement. Le premier dialogue, il a présenté le travail de 5 artistes, pour la majorité des Anishinaabe, dont au moins 3 d'entre eux n'avaient jamais exposé dans un centre d'exposition. Ils étaient, je pense que c'est Carl Chevrier qui a dit j'exposais dans sa communauté, tu sais, mais je n'ai jamais allé ailleurs je ne pouvais pas aller ailleurs parce qu'on ne m'invitait pas, on ne me connaissait pas, tu sais, tu vois. Et donc, avec le premier dialogue, ça a été vraiment une ouverture pour ces artistes-là qui voulaient travailler dans le domaine faire découvrir leur art. C'est-à-dire, on parle beaucoup de Paulson maintenant, là, tu sais, qui lui ramassait ses toiles, puis s'en allait à Toronto, puis les vendait à mesure en chemin, là, tu sais. Donc, il n'y a plus besoin de faire ça. Alors, donc, le dialogue 3, il a été présenté. Et le dialogue 2, ce sont des artistes autochtones et artistes allochtones qui ont été mis ensemble. Et puis, le dialogue 3, lui, il a présenté du travail d'artistes autochtones des autres régions. Puis, il y a un échange, actuellement, c'est un échange avec le Mexique. Alors, c'est d'amener les artistes dans les lieux d'exposition, de visibilité, pour qu'ils soient connus par le public. T'sais. Donc, ce qu'il faut, ce que ça signifie que ce qu'il faut, c'est une volonté d'ouvrir aux Autochtones et passer outre les règles qui régissent le milieu de l'art, comme par exemple qu'il faut avoir une démarche artistique, puis être reconnu par ses pairs. Tu sais. Mais tu ne peux pas être reconnu par tes pairs si tu n'es pas connu. Tu sais, je veux dire, puis tu travailles caché tout seul dans ton atelier. Donc, il faut vraiment trouver la façon d'aller les chercher, ces artistes qu'on ne connaît pas. D'accord? Et puis, il y a des gens qui font très bien ça, de nous sortir de nos coins. Moi, ça a été François Paquette. Maintenant, je vais vous parler de l'importance de la formation. Excusez-moi. Donc, quand j'étais au cégep, j'ai eu comme professeur de littérature Yolande Villemer, qui est devenue par la suite une poète très importante au Québec. Et avec qui j'avais vraiment des conversations très intéressantes sur la poésie. J'ai rencontré Yolande il y a quelques années lors d'un festival de poésie qui se tient à Montréal. Et puis, le hasard a fait que nous lisions au même stand et lors de la même période de lecture. Elle se souvenait de moi. C'est sûr qu'elle avait probablement lu
mon travail parce que j'avais commencé, je publiais déjà à ce moment-là. Mais elle se souvenait de moi après une cinquantaine d'années, son étudiante avec qui elle parlait de poésie. Là, c'était probablement la seule qui s'intéressait à ça. Et puis il y a des personnes, quand on va dans des lieux comme ça, quand on va à l'école, là, aux études, là, il y a des rencontres qui font toute la différence, qui peuvent faire toute la différence. À l'année d'avant-cégep, je terminais mon secondaire à Amos. Et puis là, encore, ça a été une femme qui nous enseignait, qui remplaçait le professeur de français. Cette femme était d'origine française. Elle a vraiment frappé mon imaginaire poétique pendant une journée de gros orages. On était dans la classe, puis dehors, il tonnait, des éclairs. Il zébrait le ciel, comme j'écris ici, puis tout à coup, elle s'est tournée vers la fenêtre et puis elle avait déclamé des vers. Je ne me souviens pas de qui. J'ai pensé que c'était de Victor Hugo, mais c'était de toute beauté. Quelqu'un qui y va avec toute son âme, là, puis qui est vraiment dans le concret. Là, il y a du tonnerre, des éclairs. On parle d'autre chose. Tu sais, donc, elle était complètement sortie de son cours pour nous faire un petit cours sur la poésie. Ça m'est resté. Ça, vraiment, là, c'est peut-être la première fois. Comme peintre, j'ai eu beaucoup de rencontres intéressantes. Mais comme poète, ça a vraiment été la première. Là. Déjà, j'écrivais déjà, moi, mais je ne me prenais pas au sérieux. Et cette femme m'a vraiment montré que oui, il y a quelque chose de fort dans le fait de s'exprimer avec des mots. Alors, pour la formation en art visuel, j'ai commencé comme autodidacte, mais ça a quand même été, comme tout à l'heure je disais, des rencontres comme celle d'un directeur de l'école primaire qui m'ont marqué. J'avais à peu près une douzaine d'années. J'avais exposé des aquarelles à la fin d'année scolaire parce qu'on avait des arts plastiques à cette époque-là. On avait même des cours de musique à cette époque à l'école. Et donc, j'avais accroché mes aquarelles avec les autres travaux qu'on avait faits en art plastique. Et puis, le directeur d'école voulait me les acheter. Et puis, j'ai dit non parce que j'étais une enfant, puis c'était à moi, ça, ces aquarelles-là. Donc, je n'ai pas voulu les vendre. Ce que je regrette aujourd'hui parce que le feu a passé à la maison, puis ça a tout brûlé. Toute ma première période est partie en fumée. Mais cet homme-là il m'a fait croire à mon talent, c'est ça. Et vraiment, je me suis pris au sérieux à partir de ce moment-là. Donc, plus tard, j'ai commencé à peindre, comme je dis, comme autodidacte, et puis je me suis inscrite en art à l'université. J'avais déjà dans 30 ans passés, là, tu sais. Et j'avais déjà une carrière, puis je vivais déjà de mon travail en tant que peintre. Mais mon but, c'était de fréquenter d'autres artistes, puis d'apprendre ce qui se faisait en art actuel, oui, c'est ça, en art contemporain, puis surtout d'avoir un feedback, un autre regard sur mon travail, puis d'avoir des professeurs aussi qui me donnaient leur point de vue sur ce que je faisais, tu sais. Donc, les études, ça permet d'avoir du recul face à sa démarche, puis d'avancer, de faire autre chose, de voir autre chose aussi. Sinon, moi, ce que je craignais beaucoup, c'était de figer dans mon style, puis de toujours répéter les mêmes images, puis les mêmes thèmes. Là. Ce qu'on m'a demandé beaucoup plus tard dans cette galerie d'art auquel je faisais allusion tout à l'heure. Et c'était quelque chose qui n'est pas moi, je ne voulais pas faire ça. C'est-à-dire, ce n'est pas un mal en soi que de faire un genre de peinture qui va avec nous autres, mais, mais personnellement, moi, je me fatigue. Au bout de 10 ans, il faut que je fasse autre chose, au bout d'une dizaine d'années. J'ai envie de... Puis, la transformation ne vient pas de la tête, là. Ça ne vient vraiment pas de la tête. Ça vient des tripes. Tu sens à un moment donné que c'est plus ça, toi. Tu
tu as envie d'aller ailleurs, d'aller plus loin. Alors, le travail se fait automatiquement. Puis là, tu vois que ta peinture change, tout ça. Donc, j'ai changé de quatre styles à peu près. Évidemment, tout se suit. On voit bien que c'est moi qui fais le travail, mais tout se transforme au bout ça fait 40 ans que je fais ça, moi. Puis il y a 10 écoles, si vous voulez, que j'ai fait. Mais toujours avec cet esprit de dire, d'exprimer réellement ce qu'il y en a de moi, là, tu sais. Donc, vous savez. Alors, c'est ça. Je pense que j'ai terminé. Est-ce que je peux vous lire? Je vais vous lire. Là, c'est la période des questions. Ça peut être la période des questions. On a encore quand même une bonne demi-heure devant nous. C'est comme vous voulez. Si vous avez la lecture à nous proposer, on va vous écouter, bien sûr. D'accord. Je vais vous faire... j'irai dans la salle d'exposition avec ma caméra pour vous montrer, montrer l'exposition qui est là actuellement. Là. Ce serait peut-être une bonne idée. D'accord. Alors, je vais vous faire un texte de la première période, j'appelle de la première période, dans mon livre, mon dernier livre que j'ai publié, qui était Piscis Cana Mascis Quo. Piscis Cana, ça veut dire le ciel qui est bleu. Tu sais. Masque, c'est l'ours. Isco, c'est femme. Tout ça pour dire ours bleu. Donc, le poème sur Io Isco, c'est un portrait de moi, de ma mère. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, un petit peu comme ça, les enfants. Ma mère qui est debout avec une paire de raquettes. Alors, tu étais grande quand tu suivais ton sentier d'Io Isco, ma mère, celui d'où nous sommes issus, celui que tu as perdu dans le brouillard de la modernité. Cependant, la graine pure de l'enfance est préservée. Ai-je failli m'engloutir dans les amertumes des rues par les nuits éthyliques? Non. Le chagrin était trop dense, trop vivant, comme un enfant dans mon ventre, la poésie en moi. La grande ours. J'ai dormi sur la constellation d'Andromède. Sous mon lit, l'univers, un tissu étoilé pour mon rêve. La peur du trop grand. La fuite devant la promesse de la nuit. Et me voilà enfoui sous le terrier de mes draps. Pointe de flèche. Ils avaient creusé la terre rouge, là où passaient les Io. Les siècles de silence exhumé, des arêtes de poissons, des tessons de poterie, des pierres taillées en pointe. Puis, ils ont ouvert les écluses pour noyer notre histoire. Ça fait suite à un travail que j'ai fait à la baie James quand ils faisaient des travaux pour la dernière le dernier des endroits pour Hydro-Québec. Donc, j'avais été invitée par un ami qui faisait des travaux de recherche sur place avant que l'inondation se fasse. Et puis, ça m'a inspiré plusieurs textes. Ensuite, Cœur éclaté de l'ours. Ça, j'ai écrit ce poème où j'ai fait cette toile, justement, la seule toile que j'ai faite pour parler de la mort de mon fils qui est survenu il y a 8 ans. Donc, le texte qui suit, j'ai écrit 2 livres sur lui, en fait, mais ce poème. Je sens mon corps qui veut s'arrêter.
déposer sa charge au bord de la route et partir tout nu. Marcher vers la forêt pour devenir plante, pierre, eau, oiseau, ours. N'avoir que les mots de l'humaine que j'étais, uniquement les mots pour la poésie. Alors, la poésie revient tout le temps, ce lien entre la littérature et puis les arts visuels. Je cherche actuellement, je vous avoue que je suis dans cette démarche où j'ai 10 ans, là. J'ai complété la dizaine, donc je dois trouver une autre façon de faire mon travail en art. Et c'est une période qui est difficile. C'est comme une période d'accouchement. Je suis de mauvaise humeur, je ne sais pas pourquoi. Puis il y a toutes sortes des choses qui m'agacent, tu sais. Puis je veux me mettre à travailler, je veux faire une toile. Bien, j'aime pas ce que j'ai fait. Et donc, c'est une période de transformation actuellement que je suis en train de vivre. Ça donne bien de dire on est à la maison, on est confiné. Mais c'est toujours... c'est toujours en progression. Ça avance. Je reste jamais au même endroit. Et le fait d'habiter en Abitibi, j'habite vraiment dans un lieu où les voisins, je ne les vois pas. Là, puis j'ai un territoire immense pour lequel je peux aller marcher. Et donc, cette année, depuis que j'ai fait ma dernière exposition au mois de décembre, je me suis tapé des sentiers dans la forêt. Et j'ai fait ça systématiquement en décembre. Je n'ai pas travaillé, j'allais marcher le territoire. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'ici, j'ai un texte qui parle de la beauté, parce que j'habite proche des collines d'Aiguebelle et je fais des textes dans ma tête quand je marche aussi. Là, donc, souvent, je reviens avec un poème, quelques mots, mais qui vont finir par faire un poème. Donc, voici le texte sur les Aiguebelles. J'ai marché sur la beauté d'un corps endormi, un peu sur le flanc de la colline, intruse dans l'air bleu ciel et la toison brune, sous les paupières des Aiguebelles. Je respire tant que ma tête tourne, dentelle festonnée, blanc sur blanc, piste des raquettes, les pieds dans l'enclos des mocassins. J'ai avancé coûte que coûte. Les sentinelles épinettes dessinent les nuages en se berçant contre le ciel. Je pense à toi, parmi les esprits bien-aimés, dont le souffle perpétue la splendeur souveraine. Je te veux vivant. Donc, c'est le dernier poème que j'ai écrit pour mon fils dans ce recueil, Je te veux vivant. Alors, je suis prête pour les questions. Vous allez m'aider à terminer ma conférence. S'il vous plaît, posez-moi des questions. J'ai des frissons à vous entendre réciter vos beaux poèmes. Merci. C'est ça. D'ailleurs, l'exposition actuelle, ce soir, je fais ça. Ce soir, je fais pas ce soir, demain soir, c'est vendredi que je fais une lecture dans la salle d'exposition parmi mes toiles. Et ça va être dans le but de montrer cette exposition virtuelle en ligne. Donc, même si vous ne pouvez pas vous déplacer et voir l'exposition de vos yeux, vous pouvez le voir et m'entendre finalement par Internet, Zoom, je ne sais plus, là, c'est quoi, je pense que c'est peut-être par Facebook, que je ne sais plus. Quelque chose à même. Oui. Bien, merci beaucoup. Écoutez, on a déjà quelques questions qui vous sont adressées. Je vais me permettre de commencer par une qui vient d'une étudiante de l'université, Chloé Pelletier, qui souligne le fait que vous avez mentionné que les artistes autochtones gardent souvent leur art
confinés au sein des communautés. Est-ce qu'il y a une certaine crainte des artistes autochtones à exposer leur art et leur culture aux Québécois, selon vous? Non, en fait, ce que je disais, c'est que les artistes autochtones n'avaient pas, en tout cas, en Abitibi, je parle d'en Abitibi, n'avaient pas de lieu pour montrer leur travail. Il fallait, comme je parlais d'un artiste qui a dit, moi, je ne suis jamais sorti de ma communauté, j'ai exposé chez nous, c'est tout. Alors, ce que je disais, c'est qu'il faut donner l'ouverture à ces artistes-là pour qu'ils puissent sortir de leur milieu, sortir de leur communauté et aller dans les centres d'exposition. Comme c'est arrivé quand je parlais le directeur du musée d'art d'ici, Jean-Jacques Lachapelle, qui a fait un premier projet en 2014 qui s'appelait Dialogue, c'est-à-dire parler. Là, il était un petit peu en avance sur le monde. Là, maintenant, on veut parler, on veut communiquer. Là, mais c'est ça, c'est que, tout comme moi, quand j'ai voulu publier mon premier recueil de poésie, mon premier livre, mon premier roman, Ours bleu, je n'ai pas trouvé d'éditeur. Donc, c'est des amis comme Jeanne-Mance Delisle qui m'ont référé à une maison d'édition. Puis après, comme j'ai dit, j'ai attendu 10 ans avant que Ours bleu soit lu. Il était lu, c'est certain, mais avant que ça soit, je veux dire, maintenant, ça a été traduit, là, je veux dire, j'ai la traduction ici, là, je veux dire, Ours bleu, Bluebell Woman, tu sais. Alors, c'est vraiment, l'idée, c'était, les artistes autochtones, c'est pas parce qu'ils veulent pas montrer leur travail, c'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire. Ils sont pas pris au sérieux, ils n'étaient pas pris au sérieux. Là, maintenant, c'est un peu différent. Au Québec, on est en retard sur le reste du Canada, excusez-moi là, de le dire, c'est vrai, en retard sur l'appréciation qu'on a des artistes, de nos artistes autochtones, autant en art visuel qu'en écriture. Donc, les premiers, moi, puis il y avait moi, et puis il y avait, Diana Matouche, qui exposait. Je veux dire, il n'y en avait pas d'autres. Je parle de la région, mais aussi à l'extérieur de la région. Diana était bien connue, là, tu sais, bon. Alors, mais c'est depuis plusieurs années, là, maintenant, que là, c'est arrivé. Je sais que dans les autres régions, c'était un peu différent, mais en Abitibi, c'était difficile moi, j'ai vraiment été chanceuse. Quand je parle de toutes les occasions, je fais une première exposition, puis là, ça y est, c'est parti. Il fallait que la personne soit là, parce que de moi-même, je ne serais jamais allée voir une salle d'exposition pour leur dire voici, je voudrais exposer. Là, je ne serais jamais allée. C'est-à-dire, j'aurais. Je ne sais pas, j'avais. Non. Oui. Merci ça bien. Pas la question? Oui, ben oui. Selon moi, oui, tout oui, à fait. On a une autre question ici de Cindy Wild qui demande quelles sont vos inspirations pour les 10 prochaines années, là, que ce soit en création artistique visuelle ou encore en écriture. Qu'est-ce qui t'inspire? Mais là, j'ai commencé, pour ce qui est de l'écriture, je suis j'ai commencé à travailler sur le sujet des femmes autochtones disparues, assassinées. Donc, le premier recueil, c'était... Bien, évidemment, quand je faisais de la peinture, par exemple, j'ai sous quelques toiles où on voit une femme avec un œil au beurre noir. Là, ça fait longtemps, là, ça fait 30 ans de ça. Là, puis des amis m'avaient rappelé ça, que déjà, je parlais déjà de la violence faite aux femmes, comme des femmes qui s'entraident entre elles, là, qui se comprennent dans leurs bras. J'ai peint des toiles comme ça, une femme qui prend une autre femme dans ses bras. Et donc, c'est un thème qui a toujours été là, mais que je n'ai pas vraiment mis de l'avant, si tu veux. Donc, je pense que là, pour ce qui est de l'écriture, ça va être ça. Ça va vraiment être parler des femmes. Pas nécessairement tout le temps de la violence, mais aussi, c'est sûr. Mais quand j'ai partagé avec mon ami François Lévesque, la bienveillance des ours, on en parle de ça, on en parle des femmes autochtones, parce que lui aussi a écrit sur ce sujet-là. Et puis,
puis pour ce qui est des arts visuels, je ne sais pas encore. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Mais je sais que je repense à la gravure parce que j'ai fait de la gravure un certain temps, et la gravure, c'est que... Puis le thème, évidemment, qui va revenir, c'est probablement des animaux. Le thème des totems, là, tu sais. Mais traité autrement. J'aimerais ça m'inspirer de ce que les Inuits font comme gravure. Je trouve ça... Parce que moi, mon travail est très, 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 je dirais désordonné. Là. Il y a beaucoup de couleurs, tout ça. Puis, alors qu'eux, ils se ramassent. Tu sais, c'est vraiment quelque chose... C'est vraiment des pièces, des couleurs très stylisées. J'aime ça beaucoup, leur façon de travailler. Je vais peut-être m'inspirer de ça, je veux dire, de leur façon de faire. Je voudrais revenir à plus de simplicité dans mon travail d'art visuel. Je vais voir, c'est ça, je veux dire, c'est ça qui est là actuellement. Là. Maintenant, il faut que je travaille. Il faut que vraiment trouver la façon de faire le lien aussi avec ce que je fais, ce que j'ai fait les 10 dernières années et arriver à ça. Là, parce que, je dois trouver le lien. Ouais. Je suis très confiante que tu vas trouver un lien. On a une autre question ici de Edith Bélanger qui demande est-ce que selon toi, les gens ont des attentes ou des exigences différentes envers les artistes autochtones quand ils représentent leur culture ou leur nation dans leur art? C'est possible. Je veux dire, à un moment donné, j'ai été étonnée de lire sur Joséphine Bacon des commentaires de gens, des lecteurs, donc, et qu'ils s'attendaient à ce qu'elle fasse la politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ou du moins qu'elle s'implique plus, tu veux dire, il y a Natasha Canapé-Fontaine qui s'implique beaucoup dans une façon de politique, là, de parler des Autochtones, puis de parler des femmes, puis et donc, ils s'attendent, on aurait dit qu'ils s'attendaient à ça pour, je ne sais pas, là, parce qu'il y a un travail qui doit se faire de nous pour aller vers l'autre, mais aussi d'eux autres venir vers nous, c'est-à-dire les non-autochtones, là, tu sais, qui commencent à nous connaître, qui commencent à s'intéresser à nous, à notre travail, tu sais. Mais on peut-tu être aussi juste des artistes, là, tu sais. Moi, je me suis impliquée, j'ai fait beaucoup de politique à une certaine époque, quand j'étais plus jeune. Là, tu sais, j'ai fait avancer des choses, comme par exemple l'usine de Lebesgue-Quevillon qui jetait le mercure dans l'eau. Écoute, j'étais une petite cul, là, tu sais, j'avais 21 ans, donc j'avais 24 ans, tu sais, puis je me suis impliquée là-dedans avec mon conjoint de l'époque, là, tu sais, puis à l'époque, il y avait le Parti québécois qui venait d'être élu, mais ils ont été obligés de faire des changements. Ils ont obligé l'usine à mettre une usine de filtration, justement, tu sais. Donc, beaucoup plus jeune, j'avais l'énergie pour le faire. Puis là, maintenant, non, je ne l'ai pas. Fait que, ils ne me demanderont pas, ils ne m'imposeront pas le fait on ne me demandera pas de faire de la politique pour plaire au monde. Là, tu sais. Donc, oui, c'est sûr. Puis, et puis, ils s'attendent peut-être aussi à ce qu'on aborde certains sujets, seulement des sujets qui parlent du territoire, qui parlent des animaux, tu sais, d'accord, tu sais, mais on peut parler d'autres choses aussi, tu sais, on peut parler comme moi, peux-tu parler de sexe, tu sais, peux-tu parler de sexe, on peut-tu parler de la mort, du deuil, tu sais, le deuil de ton fils ou le deuil en général, puis... bon, puis c'est sûr que... Enfin, c'est ça je veux dire. Oui, je pense qu'on s'attend à ce que les Autochtones parlent de certains sujets. Plus que d'autres parfois, oui. Oui. J'ai une autre très bonne question ici devant nous. Madame Gisèle Maheu qui demande comment s'explique le retard
des artistes autochtones du Québec, contrairement au reste du pays où on sait qu'il y a eu quand même une grande ouverture puis une effervescence pour plusieurs d'entre eux. Comment tu expliquerais cette différence-là? Ben, je pense qu'au Québec, les Québécois, ils s'occupaient d'eux autres. Ils s'occupaient de leur du désir d'avoir un pays, tu sais, c'est-à-dire d'avoir une identité propre à eux, puis dire ce qu'ils ont. C'est les Québécois, je suis bien d'accord avec ça. Mon père était en partie québécois, mais jamais lui s'est dit québécois, il se disait canadien. C'est-à-dire, j'ai été élevé par quelqu'un là, qui était vraiment réticent à l'idée de se faire appeler québécois. Tu sais. Et donc, je pense qu'il y avait pas le... Puis en plus, c'est qu'il y avait aussi cette... je sais pas, il n'y avait pas d'ouverture dans le sens que moi, je me souviens très bien que quand j'étais enfant, mon père a voulu avoir une terre parce que les terres étaient comme données aux gens qui s'installaient. Mon père a voulu avoir une terre et puis l'agent des terres de Sanitaire, il a dit non, tu n'en auras pas. Il a dit pourquoi? Ben, tu es marié avec une Indienne. Donc, lui, il a subi du racisme, du rejet, du fait qu'il n'était pas comme tout le monde. Tu sais, il avait épousé une Amérindienne, puis en plus, il y avait des enfants métis. Tu sais. Fait que, il y avait ce rejet là, de l'Amérindien. Je dis, bien tout à l'heure, là, je veux dire, je ne veux pas faire de peine à personne, mais c'était ça, je veux dire, le racisme systémique, ça existe. Ça existe. Et puis donc, c'est pas la première, c'est pas le seul exemple dans le fond, que comment étaient considérés les Autochtones. Puis en même temps, je veux dire, moi, je prenais l'autobus pour aller à l'école, là, tu sais. Et donc, je veux dire, j'étais... bien, heureusement qu'il y avait des petites filles qui me prenaient, ils me protégeaient. Tu sais, je veux dire, j'avais un groupe autour de moi qui me protégeait, donc je ne pouvais pas subir les foudres des autres qui se demandaient bien qu'est-ce que je faisais là. Tu sais. Par exemple, j'étais la seule Amérindienne à l'école. Là, tu sais. Les pensionnats venaient d'arrêter là, de prendre des enfants pour les emmener. Là, tu sais. Mon frère, lui, il est parti au pensionnat, mais pas moi. Puis le fait aussi que j'ai un père qui était considéré comme un Québécois, ben, ça m'a protégée en quelque sorte. Je n'ai pas été obligée d'aller au pensionnat. Et donc, c'est-à-dire, s'il n'y a pas d'intérêt envers les Premières Nations, c'est-à-dire, tu n'as pas du tout d'intérêt non plus pour... Puis d'abord, ça a été long avant que nous, on commence à publier. Même publier, là, tu sais, ça a commencé dans les années 70, là, tu sais, avec... Obama Sawin, tu sais, je pense qu'il a commencé à écrire. Et puis des arts visuels, parlons-en pas, là, tu sais, je veux dire, on n'avait pas accès aux arts visuels. Tous les Indiens étaient maganés, focaillés par les pensionnats. Tu sais, ceux qui sont sortis des pensionnats, ils ne sont pas allés poursuivre leurs études aux universités. Tu sais, je veux dire, non, je veux dire, ils ne sont pas sortis de leur réserve, là, tu sais. Et il y avait vraiment autre chose à faire que de se faire connaître, puis d'essayer d'imposer leur travail en art. Là, alors que dans l'Ouest canadien, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, sinon une centaine d'années, que c'est reconnu sur l'art des Premières Nations. Là, et que les Anglais, malgré ce qu'on peut leur reprocher, ils ont le sens d'aller vers le travail culturel des Premières Nations. Là, Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'écrivains des Premières Nations qui ont publié. Puis on commence à les publier ici aussi. On commence à les traduire ici. En français, exactement. En français. On commence à les connaître. Puis il y a vraiment là, des trésors de littérature à découvrir. Là, tu sais. Voilà.
choquante souvent aussi, parce que ça secoue, veut pas. Pour en Oui, lire certains d'entre eux, ils vont pas la main morte, comme on dit, là. non, non, ils sont vraiment, il y a vraiment, oui, j'en ai lu, là, puis c'est difficile, là, tu sais, c'est cru, là, tu sais. Et c'est une écriture à découvrir, tu sais, ce que nous, on n'a pas commencé encore à faire de l'écriture crue, là, peut-être un petit peu moi, là, puis encore, tu sais. Mais, ouais. Ben, d'ailleurs, ça m'amène à une dernière question. Le temps file rapidement, il nous reste que quelques minutes. Je me demandais qu'est-ce qui t'avait inspiré au-delà du drame de la disparition de Cindy Rupperthouse, ton magnifique livre difficile à lire parfois, Poésie en marche pour Cindy. Qu'est-ce qui t'a inspiré, évidemment, la disparition, mais au-delà de ça, tu sais, pour être capable de jeter sur papier les mots que tu as réussi à trouver pour expliquer ou essayer de comprendre ce drame-là, Ouais. comment tu t'y es pris? Mais en fait, il y a un lien. Il y a un lien aussi avec le projet de Aki-Udei, qui a été fait avec le centre autochtone de Val-d'Or, mais aussi le centre d'exposition de Val-d'Or. Et donc, il y avait, on était plusieurs artistes sous la. C'était, voyons, Robertson, excuse-moi, j'ai oublié. Sonia Robertson qui était notre commissaire. Mais dans le fond, c'est que je faisais cette marche-là. Moi, j'avais déjà en tête d'écrire le livre quand j'ai fait cette marche pour Cindy. On en a fait deux. On a fait des jardins aussi. Et c'était pour sortir cette histoire-là, puis dire, on peut-tu en parler, là? Parce que les femmes autochtones disparaissent assassinées, on n'en parle pas. C'est-à-dire, c'est rare que tu vas dire, que tu vas lire dans le journal, tiens, il y a une femme autochtone qui a disparu, puis on va la chercher, ou un enfant, on va la chercher, tu sais. Quand ce sont des Allochtones, tout de suite, là, ça se met en branle, mais c'est difficile quand il s'agit d'Autochtones. Alors, il y avait cette rage-là qui me poussait aussi à en parler, là, tu sais, à dire, on peut-tu nous respecter, tu sais, on est-tu des êtres humains comme tout le monde, là, tu sais, puis en plus, sa tante, c'est ma grande amie, là, tu sais, Alice Jérôme, la tante de Cindy, tu sais. Donc, il y a tout ça. Il y a un paquet de choses qui a fait que j'ai été... Tout est lié, hein, comme souvent on dit. Oui, 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 oui. Ben écoute, on est déjà rendu à la fin de notre présentation. Deux petites questions techniques. Ta présentation de demain soir, est-ce que c'est à quelle heure? Et est-ce que c'est en ligne seulement? Ben, à 5 heures, c'est supposé être à 5 heures 5 demain heures. soir. Oui. Et est-ce que ça va se promener en Abitibi ou ailleurs au Québec, cette présentation-là? Oui, oui, vous allez pouvoir entrer sur le site et puis y avoir accès à travers le monde. Bon, parfait. Ça va répondre à la question d'une dame qu'on avait dans le chat là, qui veut t'écouter Mm-hmm. demain et certainement nous Oui. tous aussi, si c'est possible. Si vous... Écoute, oui. OK. Merci. J'ai dit, si c'est possible, si c'est pas possible demain soir, vous pourrez l'écouter là, En plus tard, différé, parfait. en différé. Ouais. Kichimegwech, OK. Virginia, ça a Timigwest. été très inspirant de t'écouter aujourd'hui, d'en connaître un peu plus sur ta démarche et puis de savoir aussi que tu travailles pour aller encore plus loin dans toutes les facettes que tu explores. Je suis ravie d'entendre ça. Je suis certainement pas la seule. On va suivre ton travail de près, de loin, en ligne, en virtuel, en personne si possible. Et puis, au Merci, Sylvie. plaisir de t'accueillir à nouveau à l'université. En personne, on espérera la prochaine fois, mais sinon, on s'assurera là, de pouvoir te recevoir dans nos cours, dans nos colloques, dans nos dîners conférences autochtones ou autres C'est plateformes sûr. quand tu auras Je suis quelque partante. chose à nous représenter. Merci. Bien, Timigwest. Miigwech, encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, on était quand même très nombreux, plus d'une quarantaine en ligne. Alors, je vous remercie encore une fois. Vous recevrez par courriel un formulaire d'évaluation. On apprécie toujours avoir vos impressions et vos suggestions pour les prochaines conférences également. Et on se revoit en mars prochain. Si je ne me trompe pas, c'est le 25 et nous allons entendre une étudiante groenlandaise nous parler de la sécurité dans l'Arctique avec des relations particulières avec les États-Unis d'Amérique, dont nous avons beaucoup entendu parler dans les dernières semaines. Donc, ça sera un sujet là, à entendre avec Mme Sarah Ousvin. Alors, merci encore une fois, Virginia. On se reparle très prochainement. Merci à tous.